Laria Bible et Ashley Freeman ont disparu le jeudi 30 décembre 1999 alors qu'ils fêtaient le 16e anniversaire d'Ashley. Laria avait passé la nuit chez une amie, mais cette nuit-là, la maison de la famille Freeman a pris feu, détruisant complètement le bâtiment. Les jeunes filles ont disparu sans laisser de traces, et les inspecteurs n'avaient aucune piste pour les aider à comprendre ce qui leur était arrivé. Ce n'est que 20 ans plus tard, en 2020, que l'enquête s'est enfin rapprochée de la résolution du mystère. C'étaient les vacances de Noël, dans l'est de l'Oklahoma, et Laria Bible, 16 ans, passait presque tous ses jours dans la maison de campagne de la famille Freeman avec sa meilleure amie Ashley. Cependant, l'approche de son anniversaire ne rend pas Ashley heureuse et son état dépressif inquiète Laria. La situation s'est aggravée après la mort de son frère Shane Freeman, 1 an plus tôt, qui a porté un coup dur à la jeune fille. Les deux amis étaient inséparables depuis l'enfance. Leur maison était voisine, mais en 1995, la famille Freeman a déménagé à 30 km de là, ce qui n'a pas empêché leur amitié. Laria, un peu plus âgée, avait déjà son permis de conduire et conduisait une voiture. Ashley rêvait également d'obtenir son permis et économisait de l'argent en travaillant dans un magasin, soit environ $4 000. Elle prévoyait de passer l'examen de l'auto-école juste après son anniversaire. Les filles aimaient passer du temps ensemble. Elles se coiffaient, allaient chez le manucure et faisaient du sport. Ashley jouait au basketball et Laria était l'une des meilleures pom-pom girls de l'école. En outre, Ashley s'intéressait à la chasse et a abattu son premier cerf à l'âge de 13 ans. Le jour de l'anniversaire d'Ashley, son humeur ne s'est pas améliorée et la soirée s'est déroulée sans grand événement. Elle, Laria et sa mère Cathy sont allées faire des courses et à leur retour, tard dans la soirée, elles ont décidé de passer la nuit chez elle. Plus tard, Jeremy Hurst, le petit ami d'Ashley, est passé, lui a offert un cadeau et est parti. Et bientôt, un incendie a changé la vie de ces familles, pour toujours, le 31 décembre 1999. Au petit matin, les pompiers d'Oklahoma City ont reçu un appel signalant un grave incendie dans la maison des Freeman. Lauren Bible, la mère de Laria, était au travail lorsqu'elle a reçu un appel de son fils signalant l'incendie. Lorsqu'ils ont appris qu'un corps avait été retrouvé, les parents de Laria se sont précipités sur les lieux horrifiés. Lorsqu'ils sont arrivés, l'incendie avait été éteint et la police avait bouclé les lieux. Ils espèrent que leur fille est indemne, mais l'enquête n'a pas encore commencé. Le bureau du shérif local attend l'arrivée des agents du FBI. La raison de ce retard pourrait être un conflit de longue date entre la famille Freeman et le shérif au sujet de la mort de Shane. Shane Freeman avait disparu et lorsqu'il a été retrouvé, il a révélé qu'il avait été maltraité par son père. Quelques mois plus tard, le shérif l'a abattu, affirmant que Shane l'avait menacé avec une arme à feu. La famille Freeman a contesté cette affirmation, mais n'a pas eu le temps d'intenter une action en justice. La tragédie s'est produite quelques jours avant la date limite. Lorsque l'agent du FBI Steve Nattar est arrivé sur les lieux, il n'a trouvé qu'un seul corps, celui de Katie Freeman. Elle était allongée sur un lit d'eau qui a partiellement éteint l'incendie, mais ne l'a pas sauvée. Les policiers ont continué à fouiller les décombres à la recherche d'autres corps, mais n'ont trouvé personne d'autre. Les parents de Laria espéraient que les filles s'étaient échappées à temps, mais le FBI n'a pas entamé de recherche et n'a même pas inspecté les environs de la maison. Le père de Laria, Jay Bible, a alors organisé une équipe de recherche composée de gardes-chasse locaux, mais ils n'ont rien trouvé. L'agent Nattar a rapporté plus tard que des blessures par balle avaient été trouvées sur le corps de Katie, ce qui avait causé sa mort avant le début de l'incendie. Cela indique que ce qui s'est passé n'était pas un accident. La police a organisé une expédition de 2 jours dans l'espoir que l'enquête puisse enfin être menée à bien.
Pour la première fois depuis longtemps, la famille Biebel était convaincue que l'enquête avançait dans la bonne direction. L'optimisme était de mise au début des recherches, les policiers ayant à leur disposition des chiens de recherche, mais au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs, leurs espoirs commençaient à s'évanouir. Les mines de Galing disposent d'un réseau complexe de tunnels et tout ce qui touche le fond n'y reste pas longtemps, mais est emporté par le courant. Grâce à la photographie sous-marine, les chercheurs ont pu voir parmi les débris même une lame de bulldozer, mais aucune trace des jeunes filles. Malgré le témoignage détaillé de Jones et le professionnalisme de l'équipe de recherche, leurs efforts sont restés vains. Plus tard, lorsqu'il est devenu évident qu'aucune preuve ne pouvait être trouvée, le prisonnier est revenu sur ses aveux. Les enquêteurs ont comparé la période de la disparition des filles avec le récit de l'auteur et ont commencé à douter de son implication. Jones aurait-il pu commettre le crime, étant donné qu'il a été appréhendé à seulement 15 km du domicile de la famille Freeman? L'arrestation de Jeremy Jones a eu lieu à 4 heures du matin, alors qu'il affirme avoir mis le feu à la maison et être parti avec les otages à 3 heures du matin. Il a fallu 1 heure à l'agent spécial Nataro pour retracer son itinéraire. Jones aurait-il pu se rendre à la mine, se débarrasser des filles, revenir, effacer ses traces et se faire arrêter pour trouble à l'ordre public? L'agent Nataro a admis que la partie la plus difficile de son travail était de priver les parents de leurs derniers espoirs de dire au revoir à leurs filles. Un service commémoratif pour Lori Biebel et Ashley Freeman a été organisé le mercredi 30 décembre 2009, 10 ans après la tragédie. En 2018, le Washington Post a fait état de nouvelles circonstances entourant la disparition des jeunes filles. Les autorités ont finalement identifié les auteurs présumés. Selon de multiples témoignages, les 3 hommes se sont vantés à plusieurs reprises de leur implication dans le crime, des années après qu'il se soit produit. Le magazine People a confirmé que la police avait arrêté Ronald Busick, 66 ans, et l'avait inculpé de 4 chefs d'accusation. 2 autres suspects, Warren Welch et David Pennington, sont décédés à ce stade, ce qui ne permet pas de confirmer ou d'infirmer les accusations. Selon les médias, Welch, Pennington et Busick se sont non seulement vantés de ce qu'ils avaient fait, mais ont également menacé quiconque tenterait de les dénoncer à la police. Plus précisément, elle a déclaré que les hommes avaient d'abord pris les filles en otage, qu'ils avaient ensuite abusé d'elles et qu'ils les avaient ensuite démembrées. Elle a également révélé que Welch était en possession d'une mallette contenant des photographies de filles ligotées, la bouche scotchée. Sur certaines de ces photos figurait Welch lui-même. Les détails concernant Busick restent inconnus. Toutefois, le procureur principal Isaac Shield a déclaré que l'avocate du suspect, Gretchen Molsey, avait assuré au procureur que son client était disposé à fournir des informations sur le lieu de sépulture des jeunes filles en échange d'un accord. Selon les termes de l'accord, Busick doit plaider coupable et fournir l'emplacement exact des corps. En contrepartie, le tribunal accepte de réduire sa peine à 15 ans, dont 10 ans en prison et les 5 ans restants avec sursis. Toutefois, si les restes des fillettes sont retrouvés, la sentence qui devrait être prononcée le 31 août 2020 ramènera sa peine de prison à 5 ans. La police a organisé une expédition de 2 jours dans l'espoir que l'enquête puisse enfin être menée à bien. Pour la première fois depuis longtemps, la famille Biebel était convaincue que l'enquête avançait dans la bonne direction. L'optimisme était de mise au début des recherches, les policiers ayant à leur disposition des chiens de recherche, mais au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs, leurs espoirs commençaient à s'évanouir. Les mines de Galing disposent d'un réseau complexe de tunnels et tout ce qui touche le fond n'y reste pas longtemps, mais est emporté par le courant. Grâce à la photographie sous-marine, les chercheurs ont pu voir parmi les débris même une lame de bulldozer, mais aucune trace des jeunes filles. Malgré le témoignage détaillé de Jones et le professionnalisme de l'équipe de recherche, leurs efforts sont restés vains.
Plus tard, lorsqu'il est devenu évident qu'aucune preuve ne pouvait être trouvée, le prisonnier est revenu sur ses aveux. Les enquêteurs ont comparé la période de la disparition des filles avec le récit de l'auteur et ont commencé à douter de son implication. Jones aurait-il pu commettre le crime, étant donné qu'il a été appréhendé à seulement 15 kilomètres du domicile de la famille Freeman? L'arrestation de Jeremy Jones a eu lieu à 4 heures du matin, alors qu'il affirme avoir mis le feu à la maison et être parti avec les otages à 3 heures du matin. Il a fallu 1 heure à l'agent spécial Nataro pour retracer son itinéraire. Jones aurait-il pu se rendre à la mine, se débarrasser des filles, revenir, effacer ses traces et se faire arrêter pour trouble à l'ordre public? L'agent Nataro a admis que la partie la plus difficile de son travail était de priver les parents de leurs derniers espoirs de dire au revoir à leurs filles. Un service commémoratif pour Lori Bible et Ashley Freeman a été organisé le mercredi 30 décembre 2009, 10 ans après la tragédie. En 2018, le Washington Post a fait état de nouvelles circonstances entourant la disparition des jeunes filles. Les autorités ont finalement identifié les auteurs présumés. Selon de multiples témoignages, les 3 hommes se sont vantés à plusieurs reprises de leur implication dans le crime, des années après qu'il se soit produit. Le magazine People a confirmé que la police avait arrêté Ronald Busick, 66 ans, et l'avait inculpé de 4 chefs d'accusation. 2 autres suspects, Warren Welch et David Pennington, sont décédés à ce stade, ce qui ne permet pas de confirmer ou d'infirmer les accusations. Selon les médias, Welch, Pennington et Busick se sont non seulement vantés de ce qu'ils avaient fait, mais ont également menacé quiconque tenterait de les dénoncer à la police. Les enquêteurs ont enregistré les déclarations de témoins qui ont affirmé que le mobile du crime était les dettes de Danny Freeman, liées à des activités illégales. Le témoin, appelé T.O. dans les documents, a déclaré qu'elle vivait avec Welch depuis un certain temps et qu'elle avait entendu leur conversation. Elle a notamment déclaré que les hommes avaient d'abord pris les filles en otage, puis les avaient maltraitées avant de les éventrer. Elle a également décrit la possession par Welch d'une mallette contenant des photographies de filles ligotées, la bouche scotchée. Sur certaines de ces photos figurait Welch lui-même. Les détails concernant Busick restent inconnus. Toutefois, le procureur principal Isaac Shield a déclaré que l'avocate du suspect, Gretchen Molsey, avait assuré au procureur que son client était disposé à fournir des informations sur le lieu de sépulture des jeunes filles en échange d'un accord. Selon les termes de l'accord, Busick doit plaider coupable et fournir l'emplacement exact des corps. En contrepartie, le tribunal accepte de réduire sa peine à 15 ans, dont 10 ans en prison et les 5 ans restants avec sursis. Toutefois, si les restes des fillettes sont retrouvés, la sentence, qui devrait être prononcée le 31 août 2020, ramènera sa peine de prison à 5 ans. L'affaire des personnes disparues de Lori Bible et Ashley Freeman a connu de nombreuses années de fausses pistes, d'espoirs déçus et d'enquêtes compliquées. Malgré les efforts des enquêteurs, des équipes de recherche et des journalistes, la vérité est restée cachée pendant des années. Cependant, grâce à la persistance des proches qui n'ont jamais cessé de se battre pour la justice, l'affaire a connu un nouveau développement. Dans les recoins les plus sombres d'Internet se cachent des histoires qui peuvent faire trembler même les plus imperturbables. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur l'un des mystères les plus troublants et les plus mystérieux de ces derniers temps. Un mystère qui a commencé par un message apparemment anodin publié sur Reddit le 15 avril 2024. Un utilisateur sous le pseudonyme Numera Ut 792 a publié un message avec un titre que peu de gens ont pris au sérieux au moment de la publication. Il a partagé des captures d'écran de 3 comptes Instagram qu'il a trouvés par hasard. Ces pages étaient censées appartenir à des enfants. Noms mignons, photos en uniforme scolaire, légendes sur leur école préférée et leurs jouets. Mais
selon l'auteur, elle ne semblait pas naturelle. Quelque chose ne collait pas. C'est votre point de contrôle spirituel. Du 19 au 24 avril 2025, l'univers appuie sur pause et vous invite à un moment spécial, un point de contrôle spirituel. Il ne s'agit pas d'une semaine de plus avec des vibrations cosmiques. Il s'agit d'une pause sacrée au cours de laquelle l'univers demande « Êtes-vous prêts, pour le prochain chapitre ?» Chaque sentiment qui vous submerge, chaque synchronicité, chaque complexité fait partie d'un dessein divin pour vous aider à vous aligner sur votre vérité. Les décisions que vous prenez aujourd'hui sont importantes. Elles affecteront l'avenir et façonneront la suite. Considérez cette semaine comme un carrefour cosmique. C'est le moment de regarder en arrière et en avant. C'est comme si l'univers tenait un miroir devant vous, vous invitant à vous voir clairement, vos rêves, vos peurs, votre force. Chaque sentiment, de la joie au doute, est un indice que vous êtes prêt à changer. Chaque coïncidence est un coup de pouce pour aller de l'avant. Même les épreuves sont des leçons qui vous aident à grandir. Ce test n'est pas une question de jugement. Il s'agit de s'aligner. C'est l'occasion de se mettre au diapason de la vie que votre âme souhaite vraiment. Ce qui rend ce moment si puissant, c'est la prise de conscience de l'importance de vos choix. L'univers ne vous envoie pas du hasard. Il vous donne des occasions de vous rapprocher de la vérité. Si vous avez remis quelque chose à plus tard, qu'il s'agisse d'effectuer un changement ou de reconnaître des sentiments, cette semaine peut mettre tout cela au premier plan. Même un petit pas dans la direction de la vérité est une déclaration « Je suis prêt à grandir ». En l'ignorant, vous risquez de vous enfermer dans de vieux schémas. Il n'est pas nécessaire de tout faire en même temps. Commencez simplement par être honnête avec vous-même, dans un journal, dans une conversation, dans une confession silencieuse. Pour dépasser ce stade, restez éveillé et engagé dans votre vie. Il est facile de se mettre en pilote automatique, de se laisser happer par les médias sociaux ou par la routine. Mais c'est le moment d'être présent. Commencez votre journée par une attitude simple. Je suis ouvert à ce que l'univers me montre. Remarquez ce qui attire votre attention, une conversation, un sentiment, une prise de conscience. Explorez-le avec curiosité. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Qu'est-ce que cela m'apprend? Ou qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? La curiosité vous permet de rester ouvert aux leçons et aux possibilités. Elle transforme les défis en tremplin. Le courage est votre super pouvoir en ce moment. Être courageux ne signifie pas accomplir des exploits. Il peut s'agir simplement de s'avouer la vérité, de fixer une limite ou de se lancer dans la nouveauté en dépit de la peur. Chaque action courageuse est un vote en faveur de ce vous brillant et authentique qui veut se manifester. Pour soutenir le courage, essayez un rituel simple. Allumez une bougie, respirez profondément et dites « Je suis prêt pour un nouveau chapitre ». Cela vous ancrera et vous rappellera que l'univers est là pour vous, qu'il vous soutient à chaque étape du chemin. Le bilan spirituel du 19 au 24 avril est un cadeau. C'est l'occasion de vous aligner sur les désirs les plus profonds de votre âme. Chaque action consciente, chaque question, chaque pas audacieux façonne l'avenir dans lequel vous vivez votre vérité. Vous ne faites pas que vivre cette semaine, vous devenez une nouvelle version de vous-même. Une version prête à briller. Soyez le éveillé, faites confiance au processus. L'univers vous tient la main. Tu peux le faire, guerrier cosmique. Passons maintenant aux débordements émotionnels. Cette semaine, vous pouvez tout ressentir. La joie, la tristesse, la colère, l'espoir, tout à la fois. Ce ne sont pas de simples humeurs, ce sont des tempêtes sacrées qui emportent ce qui ne vous sert plus. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier votre vérité, criez. Vous pouvez d'abord crier dans un oreiller. Ces émotions sont de l'énergie en mouvement. Elles vous aident à vous connecter à votre moi supérieur. Soyez doux avec vous-même.
Prenez un bain, écoutez de la musique apaisante ou parlez à quelqu'un qui vous comprend. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train de vous frayer un chemin. Les rêves de cette semaine pourraient être très vivants, étranges ou même prophétiques. L'intuition du Scorpion combinée à l'énergie du Sagittaire en quête de vérité fait de votre subconscient un véritable outil de navigation cosmique. Il se peut que vous voyiez des personnes du passé, des symboles qui signifient quelque chose ou des scénarios qui soulèvent des questions. Tenez un journal à côté de votre lit et écrivez tout dès votre réveil. Même si cela ne semble pas avoir de sens aujourd'hui, ce sont des indices sur votre chemin. Faites-leur confiance. L'un des principaux thèmes de la semaine est la nécessité de dire sa vérité. Qu'il s'agisse de reconnaître ses sentiments dans une relation, de partager une idée créative ou d'admettre ses désirs, l'univers vous donne un mégaphone. Cela peut être effrayant, surtout si vous avez l'habitude de retenir les choses. Mais la suppression ne fait qu'alourdir l'énergie. Commencez modestement. Écrivez une lettre à vous-même, enregistrez un message vocal ou parlez à une personne de confiance. Votre voix est un pouvoir. Et cette semaine, elle est prête à retentir. Dernier appel. Quelle semaine nous attend? Avant de terminer, arrêtez-vous. Levez les yeux au ciel, respirez profondément, ressentez cette énergie, accueillez-la. Vous ne faites pas que survivre à ce tourbillon cosmique, vous avez surmonté la vague. Maintenant, envoyez un signal à l'univers pour lui dire que vous êtes prêt. Dans les recoins les plus sombres d'Internet se cachent des histoires qui peuvent faire trembler même les plus imperturbables. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur l'un des mystères les plus troublants et les plus mystérieux de ces derniers temps. Un mystère qui a commencé par un message apparemment anodin, publié sur Reddit le 15 avril 2024. Un utilisateur sous le pseudonyme Numera UT 792 a publié un message avec un titre que peu de gens ont pris au sérieux au moment de la publication. Il a partagé des captures d'écran de 3 comptes Instagram qu'il a trouvés par hasard. Ces pages étaient censées appartenir à des enfants, noms mignons, photos en uniforme scolaire, légendes sur leur école préférée et leurs jouets. Mais selon l'auteur, elles ne semblaient pas naturelles. Quelque chose ne collait pas. Je suis tombé sur des témoignages effrayants de personnes se faisant passer pour des enfants. Et plus je les regardais, plus ils me semblaient inquiétants, écrit-il. C'est ainsi qu'il a commencé à plonger dans le trou du lapin, une communauté et une sous-culture où des adultes utilisent l'intelligence artificielle ou le travestissement pour se faire passer pour des écoliers. Sur presque toutes les photos de ces enfants, on remarque un détail étrange, des chaussures à talons hauts. S'agit-il d'une coïncidence? Mais plus l'auteur et d'autres utilisateurs de Reddit enquêtaient sur ces profils, plus ils découvraient un tableau sinistre. Le premier profil en question s'appelait TRX11. Il appartenait prétendument à un garçon de 12 ans, mais était géré par sa mère, comme elle l'affirmait elle-même dans la description. Selon elle, il s'agit d'une mère ayant fait des études supérieures qui utilise la page pour montrer à quel point son fils est intelligent et talentueux. Au départ, les posts semblaient plutôt inoffensifs. Un garçon participant à des activités scolaires, des photos avec des enseignants, des manuels scolaires, des projets. Les légendes des photos étaient pleines de fierté pour la réussite de son fils. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les photos sont devenues de plus en plus étranges. Les visages qui y figuraient n'étaient pas naturels, trop symétriques, avec des traits prononcés, comme s'ils étaient dessinés. La couleur de la peau était pâle, presque crayeuse. Du rouge à lèvres rouge vif apparaissait souvent sur les lèvres du garçon. Les images ressemblaient de plus en plus à des images générées par l'intelligence artificielle et étaient modifiées à un point effrayant. À chaque nouveau message, les images devenaient de plus en plus déformées et surréalistes. The text under the posts were incoherent, frightening phrases about loving school, bizarrely constructed sentences, and strange exclamations.
Peu à peu, le garçon a commencé à parler lui-même. Des textes écrits en son nom sont apparus. Ma mère cool m'a dit que je pouvais faire un poste. J'adore l'école et je veux apprendre tout le temps. Puis vinrent les vidéos. Il chantait, racontait des histoires. Mais sa voix était étrange, comme si elle avait été synthétisée, déformée. La caméra bougeait de façon anormale. Il ne ressemblait pas à un enfant. Le masque tombe, la vérité derrière les photos. Malgré les images troublantes, le pire est apparu plus tard. De plus en plus de photos commencèrent à ressembler à des graphiques d'enfants, des images dans lesquelles des visages d'enfants, probablement créés par l'IA, étaient photoshopés sur le corps d'adultes dans des tenues provocantes. Ce n'était plus de la paranoïa. Il s'agissait d'un contenu fétichiste déguisé en blog pour enfants. Les soupçons se sont portés sur le fait que derrière le compte mère et fils, prétendument innocent, se cachait une personne créant délibérément un contenu dangereux, à la limite, ou peut-être au-delà, de la légalité. Compte tenu de l'orientation thématique, des motivations tordues et du degré élevé d'édition, la plupart des utilisateurs de Reddit sont parvenus à la conclusion que cette personne n'est pas un parent inquiet, mais plutôt un manipulateur aux objectifs dangereux. Le deuxième compte présenté dans le même article s'appelait Chloé12 et présentait des similitudes frappantes avec TRX11. Tout, du style au sujet, fait écho au premier compte. La jeune fille blogue soi-disant sous le contrôle de ses parents, parle de la vie, partage des photos et parlait à nouveau des dangers des adultes qui se font passer pour des enfants. Mais tout cela semblait trop familier. Les textes sont presque identiques mot pour mot. De plus, les deux comptes interagissaient activement l'un avec l'autre. Like, commentaires, rediffusion. Il était évident qu'ils étaient gérés par la même personne ou le même groupe de personnes. Les photos de Chloé12 étaient moins susceptibles de montrer une intervention de l'IA, ce qui était encore plus inquiétant. On avait l'impression que des images d'enfants réels étaient utilisées, peut-être volées ou obtenues illégalement. Comme dans le premier récit, les mini-bottes à talons, les uniformes scolaires et l'accent mis sur l'innocence, à la limite du fétichisme, sont omniprésents. Dans les recoins les plus sombres d'Internet se cachent des histoires qui peuvent faire trembler même les plus imperturbables. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur l'un des mystères les plus troublants et les plus mystérieux de ces derniers temps. Un mystère qui a commencé par un message apparemment anodin publié sur Reddit le 15 avril 2024. Un utilisateur sous le pseudonyme Numera UT 792 a publié un message avec un titre que peu de gens ont pris au sérieux au moment de la publication. Il a partagé des captures d'écran de 3 comptes Instagram qu'il a trouvés par hasard. Ces pages étaient censées appartenir à des enfants, noms mignons, photos en uniforme scolaire, légendes sur leur école préférée et leurs jouets. Mais, selon l'auteur, elles ne semblaient pas naturelles. Quelque chose ne collait pas. Je suis tombé sur des témoignages effrayants de personnes se faisant passer pour des enfants. Et plus je les regardais, plus ils me semblaient inquiétants, écrit-il. C'est ainsi qu'il a commencé à plonger dans le trou du lapin, une communauté et une sous-culture où des adultes utilisent l'intelligence artificielle ou le travestissement pour se faire passer pour des écoliers. Sur presque toutes les photos de ces enfants, on remarque un détail étrange. Des chaussures à talons hauts. S'agit-il d'une coïncidence ? Mais plus l'auteur et d'autres utilisateurs de Reddit enquêtaient sur ces profils, plus ils découvraient un tableau sinistre. Le premier profil en question s'appelait TRX11. Il appartenait prétendument à un garçon de 12 ans, mais était géré par sa mère, comme elle l'affirmait elle-même dans la description. Selon elle, il s'agit d'une mère ayant fait des études supérieures qui utilise la page pour montrer à quel point son fils est intelligent et talentueux. Au départ, les posts semblaient plutôt inoffensifs.
Un garçon participant à des activités scolaires, des photos avec des enseignants, des manuels scolaires, des projets. Les légendes des photos étaient pleines de fierté pour la réussite de son fils. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les photos sont devenues de plus en plus étranges. Les visages qui y figuraient n'étaient pas naturels, trop symétriques, avec des traits prononcés comme s'ils étaient dessinés. La couleur de la peau était pâle, presque crayeuse. Du rouge à lèvres rouge vif apparaissait souvent sur les lèvres du garçon. Les images ressemblaient de plus en plus à des images générées par l'intelligence artificielle et étaient modifiées à un point effrayant. À chaque nouveau message, les images devenaient de plus en plus déformées et surréalistes. The text under the posts were incoherent, frightening phrases about loving school, bizarrely constructed sentences and strange exclamations. Peu à peu, le garçon a commencé à parler lui-même. Des textes écrits en son nom sont apparus. Ma mère cool m'a dit que je pouvais faire un poste. J'adore l'école et je veux apprendre tout le temps. Puis vinrent les vidéos. Il chantait, racontait des histoires, mais sa voix était étrange, comme si elle avait été synthétisée, déformée. La caméra bougeait de façon anormale. Il ne ressemblait pas à un enfant. Malgré les images troublantes, le pire est apparu plus tard. De plus en plus de photos commençaient à ressembler à des graphiques d'enfants, des images dans lesquelles des visages d'enfants, probablement créés par l'IA, étaient photoshopés sur le corps d'adultes dans des tenues provocantes. Ce n'était plus de la paranoïa, il s'agissait d'un contenu fétichiste déguisé en blog pour enfants. Les soupçons se sont portés sur le fait que derrière le compte mère et fils, prétendument innocent, se cachait une personne créant délibérément un contenu dangereux, à la limite, ou peut-être au-delà, de la légalité. Compte tenu de l'orientation thématique, des motivations tordues et du degré élevé d'édition, la plupart des utilisateurs de Reddit sont parvenus à la conclusion que cette personne n'est pas un parent inquiet, mais plutôt un manipulateur aux objectifs dangereux. Le deuxième compte, présenté dans le même article, s'appelait Chloé12 et présentait des similitudes frappantes avec TRX11. Tout, du style au sujet, fait écho au premier compte. La jeune fille, blogue soi-disant sous le contrôle de ses parents, parle de la vie, partage des photos et parlait à nouveau des dangers des adultes qui se font passer pour des enfants. Mais tout cela semblait trop familier. Les textes sont presque identiques mot pour mot. De plus, les deux comptes interagissaient activement l'un avec l'autre. Like, commentaires, rediffusion. Il était évident qu'ils étaient gérés par la même personne ou le même groupe de personnes. Les photos de Chloé12 étaient moins susceptibles de montrer une intervention de l'IA, ce qui était encore plus inquiétant. On avait l'impression que des images d'enfants réels étaient utilisées, peut-être volées, ou obtenues illégalement. Comme dans le premier récit, les mini-bottes à talons, les uniformes scolaires et l'accent mis sur l'innocence, à la limite du fétichisme, sont omniprésents. Dans les recoins les plus sombres d'Internet se cachent des histoires qui peuvent faire trembler même les plus imperturbables. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur l'un des mystères les plus troublants et les plus mystérieux de ces derniers temps. Un mystère qui a commencé par un message, apparemment anodin, publié sur Reddit le 15 avril 2024. Un utilisateur sous le pseudonyme Numera UT 792 a publié un message avec un titre que peu de gens ont pris au sérieux au moment de la publication. Il a partagé des captures d'écran de 3 comptes Instagram qu'il a trouvés par hasard. Ces pages étaient censées appartenir à des enfants. Noms mignons, photos en uniforme scolaire, légendes sur leur école préférée et leurs jouets. Mais, selon l'auteur, elles ne semblaient pas naturelles. Quelque chose ne collait pas. Le premier profil en question s'appelait TRX11. Il appartenait prétendument à un garçon de 12 ans, mais était géré par sa mère, comme elle l'affirmait elle-même dans la description.
Selon elle, il s'agit d'une mère ayant fait des études supérieures qui utilise la page pour montrer à quel point son fils est intelligent et talentueux. Au départ, les posts semblaient plutôt inoffensifs. Un garçon participant à des activités scolaires, des photos avec des enseignants, des manuels scolaires, des projets. Les légendes des photos étaient pleines de fierté pour la réussite de son fils. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les photos sont devenues de plus en plus étranges. Les visages qui y figuraient n'étaient pas naturels, trop symétriques, avec des traits prononcés comme s'ils étaient dessinés. La couleur de la peau était pâle, presque crayeuse. Du rouge à lèvres rouge vif apparaissait souvent sur les lèvres du garçon. Les images ressemblaient de plus en plus à des images générées par l'intelligence artificielle et étaient modifiées à un point effrayant. À chaque nouveau message, les images devenaient de plus en plus déformées et surréalistes. The text under the posts were incoherent. Frightening phrase about loving school, bizarrely constructed sentence and strange exclamations. Peu à peu, le garçon a commencé à parler lui-même. Des textes écrits en son nom sont apparus. Ma mère cool m'a dit que je pouvais faire un post. J'adore l'école et je veux apprendre tout le temps. Puis vinrent les vidéos. Il chantait, racontait des histoires. Mais sa voix était étrange, comme si elle avait été synthétisée, déformée. La caméra bougeait de façon anormale. Il ne ressemblait pas à un enfant. Le deuxième compte présenté dans le même article s'appelait Chloé 12 et présentait des similitudes frappantes avec TRX 11. Tout, du style au sujet, fait écho au premier compte. La jeune fille blogue soi-disant sous le contrôle de ses parents, parle de la vie, partage des photos et parlait à nouveau des dangers des adultes qui se font passer pour des enfants. Mais tout cela semblait trop familier. Les textes sont presque identiques mot pour mot. De plus, les deux comptes interagissaient activement l'un avec l'autre. Like, commentaires, rediffusion. Il était évident qu'ils étaient gérés par la même personne ou le même groupe de personnes. Les photos de Chloé 12 étaient moins susceptibles de montrer une intervention de l'IA, ce qui était encore plus inquiétant. On avait l'impression que des images d'enfants réels étaient utilisées, peut-être volées ou obtenues illégalement. Comme dans le premier récit, les mini-bots à talons, les uniformes scolaires et l'accent mis sur l'innocence, à la limite du fétichisme, sont omniprésents. Un jour, Bobby Jamison, 40 ans, Sherilyn, sa femme depuis 40 ans, et Madison, leur fille de 6 ans, se retrouvent dans la voiture pour inspecter un terrain qu'ils ont l'intention d'acheter. Cependant, leur projet n'était pas destiné à se réaliser. Bientôt, toute la famille disparaît sans laisser de traces. Sur le lieu de leur disparition, la police n'a trouvé que des indices étranges et des mystères qui devenaient de plus en plus confus à chaque nouvel indice. L'un de ces indices est une voiture abandonnée, à côté de laquelle on trouve un sac d'argent et la dernière photo de Madison. Où était passée la famille Jamison et que lui était-il arrivé? Bobby et Sherilyn se sont rencontrés en 2002 et, peu après, en août 2003, Sherilyn est tombée enceinte de Madison. En novembre de la même année, Bobby a été victime d'un accident de voiture qui lui a causé de graves douleurs au dos. Malgré cela, le couple n'a pas renoncé à ses projets et s'est marié en juillet 2004. Au cours des années suivantes, la famille a connu de nombreuses tragédies. Début 2007, sa sœur Sherilyn est morte d'une piqûre d'abeille. Et 1 an plus tard, les parents de Bobby ont divorcé, ce qui a provoqué de vifs conflits avec son père. La situation a été exacerbée par un procès intenté au père de Bobby. En 2009, la vie des Jamison est pleine d'épreuves. Cette année-là, leur fille Madison s'est blessée à l'école en faisant de la balançoire, ce qui a poussé Bobby et Sherilyn à retirer Madison de l'école et à intenter un procès à l'école. De plus, en 2009, Sherilyn était déprimée et son fils a remarqué qu'elle agissait bizarrement.
Le 8 octobre 2009, la famille Jamison quitte son domicile d'Efler, en Oklahoma, avec son animal de compagnie, un chien noir et blanc nommé Maisie. Ils sont partis visiter un terrain qu'ils voulaient acheter, situé près de Red Oak, dans le sud-est de l'Oklahoma. Ils ont peut-être pris la décision de changer d'air et de s'installer dans un endroit plus calme, loin de l'agitation de la ville. Mais cette décision leur a été fatale. À partir de ce jour, la famille a disparu et personne n'a su ce qui lui était arrivé. Les amis et la famille ne savaient pas que les Jamison avaient l'intention d'arpenter le terrain, de sorte que les recherches n'ont commencé qu'une semaine plus tard. Le 17 octobre, plus de 300 bénévoles et des dizaines d'agents des forces de l'ordre ont pris part aux recherches. Ils ont mené des opérations aériennes et terrestres, cherchant dans la zone des indices susceptibles de faire la lumière sur la disparition de la famille. 9 jours plus tard, le 17 octobre, des chasseurs locaux sont tombés sur une camionnette abandonnée, garée sur le site d'un puits désaffecté. Par les fenêtres, ils ont vu qu'à l'intérieur du véhicule se trouvaient des affaires et un petit chien noir et blanc qui semblait extrêmement émacié. Les chasseurs ont appelé la police. À leur arrivée, les policiers ont immédiatement commencé à secourir le chien, qui avait manifestement passé plusieurs jours dans le véhicule sans eau ni nourriture. La température de l'air a peut-être sauvé l'animal de la déshydratation. La voiture a été retrouvée à environ 1 heure de la propriété que la famille avait l'intention d'acheter. Les portes étaient verrouillées et les clés étaient sur le contact. Parmi les objets curieux trouvés dans la voiture, il y avait un portefeuille, le sac à main de Sherilyn, une caméra vidéo, un GPS et des vêtements. Des téléphones portables se trouvaient également à l'intérieur, ce qui pourrait indiquer que la famille n'avait pas l'intention de laisser la voiture longtemps. Mais le plus choquant, c'est qu'un sac de banque scellé contenant de l'argent a été retrouvé sous le siège du conducteur. À l'intérieur se trouvaient des piles de billets de $100 pour un total de $32 000, une somme impressionnante pour une famille officiellement au chômage et en invalidité. Certains ont émis l'hypothèse que l'argent provenait d'activités illégales, mais ces théories n'ont pas convaincu les proches de Bobby et Sherilyn. Il est peu probable qu'ils aiment emmener leur petite fille avec eux s'ils faisaient quelque chose d'illégal. La police a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un carjacking ou d'un vol. Cependant, l'étrange position de la voiture sur la route et les traces de pneus qui y conduisaient ne permettaient pas de tirer des conclusions définitives. Le plus déconcertant, c'est que rien de valeur n'a été dérobé dans la voiture et que les sacs d'argent sont restés intacts. En outre, des bombes de peinture, souvent utilisées par les artistes de rue, ont été trouvées. On a rapidement appris qu'une vieille camionnette Ford, 250 986 rouillée, trouvée à côté de la voiture des Jamison, portait des inscriptions dans la même peinture que les bombes de peinture trouvées dans le sac. Ces inscriptions, qui comprennent des phrases sur Dieu, ont vraisemblablement été faites par Sherilyn. En reprenant l'enquête, on a découvert que le jour de la disparition, la famille Jamison était allée se promener au pied des montagnes de San Boas, où elle avait rencontré l'assistant du propriétaire. Peu après, ils ont laissé leurs affaires dans le véhicule et ont poursuivi leur route en se guidant à l'aide du GPS. La famille s'est éloignée d'une centaine de mètres de la voiture et a gravi une petite colline où elle a pris une dernière photo de Madison. La photo montre la jeune fille debout à côté de quelques rochers, croisant les bras et regardant au loin. Elle avait l'air pensif et de nombreuses personnes ont remarqué qu'elle ne souriait pas, mais qu'elle avait l'air effrayée. La photo est rapidement devenue virale dans les médias et a soulevé de nombreuses questions. Qu'est-il arrivé à la famille Jamison? Pourquoi ont-ils disparu? Et quels secrets cachent leurs derniers pas? La réponse à ces questions reste inconnue à ce jour. Le mystère de la disparition de la famille Jamison octobre 2009. La famille Jamison, Bobby, 40 ans, sa femme Sherilyn et leur fille Madison, 6 ans, disparaît sans laisser de traces, ne laissant derrière elle qu'une chaîne d'indices mystérieux. Ils sont partis visiter un terrain qu'ils avaient l'intention d'acheter, mais ne sont jamais revenus.
Quelques jours plus tard, leur voiture est retrouvée vide dans un bois, avec à l'intérieur des affaires, de l'argent et un chien décharné. Mais où sont les Jamison eux-mêmes? Les recherches commencent. La disparition de la famille a suscité un tollé général. Les habitants d'Oklahoma City ont rassemblé 16 hélicoptères de la police et 3 drones pour les opérations de recherche. Une équipe de secours est arrivée sur les lieux et des chiens de recherche ont repéré une piste menant à un réservoir d'eau abandonné. Cependant, aucun corps ni aucun autre indice n'a été trouvé après la vidange de la citerne. La piste s'est perdue dans les bois et le temps humide et venteux n'a fait que compliquer les recherches. L'approche de la saison de la chasse a également constitué un problème, menaçant les bénévoles et la police. Au bout d'une semaine, les recherches à grande échelle ont commencé à s'essouffler et se sont bientôt arrêtées. Il semblait que la solution à ce mystère resterait insaisissable. Une découverte choquante. Plus de 4 ans ont passé. En novembre 2013, les chasseurs sont tombés sur quelque chose d'étrange. Dans les montagnes escarpées, à seulement 4 kilomètres au nord-ouest de l'endroit où la camionnette a été trouvée, des restes humains ont été découverts. Il a fallu recourir à des analyses médico-légales qui, le 3 juin 2014, ont confirmé l'effroyable. Il s'agissait des corps de Bobby, Sherilyn et Madison Jamison. Cependant, ils étaient en si mauvais état que la cause de leur mort est restée un mystère. L'un des détails les plus effrayants est que les dépouilles ont été retrouvées face contre terre. Une fleur séchée aurait été laissée à proximité. La famille a été enterrée sans trop d'histoire, mais les proches n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. La police a découvert des images de surveillance de la maison des Jamison datant du jour de leur disparition. Sur la vidéo, Bobby et Sherilyn semblent en transe. Ils ont quitté la maison à plusieurs reprises, chargeant des objets dans une camionnette, mais parfois ils marchaient simplement de long en large, comme s'ils oubliaient quelque chose. Leurs mouvements semblaient dénués de sens et étranges. Parfois, ils se figeaient, comme s'ils écoutaient quelque chose d'invisible. Peut-être la famille était-elle sous le contrôle de quelqu'un, paniquée, ou avait-elle l'impression d'être observée? Certains ont émis l'hypothèse qu'ils étaient peut-être sous l'influence de drogue, en particulier de méthamphétamine, mais aucun signe de consommation n'a été trouvé. Un homme mystérieux, vêtu d'un t-shirt marron, est également visible sur les images. Il n'apparaît que quelques instants, et aucun membre de la famille ne portait ce type de vêtements. Qui est cet homme, et quel est son lien avec la disparition des Jamison? Le procès. Au cours de l'enquête, de nouveaux éléments sont apparus. Il s'est avéré qu'un an plus tôt, le 1er novembre 2008, Bobby avait intenté un procès à son père, Bob Dean Jamison. Dans sa déclaration, il affirmait que son père était un homme violent qui battait sa femme, le menaçait et avait même tenté de l'écraser avec une voiture. Bobby a également déclaré que son père était lié à la pègre, notamment au trafic de drogue et à la prostitution. Cependant, la procédure judiciaire a été brusquement abandonnée. Cette histoire est-elle liée à la disparition de la famille ou s'agit-il de craintes paranormales poussées à l'extrême? Un indice ou un éternel mystère? Malgré de nombreuses théories, dont le meurtre, le sacrifice rituel, l'évasion et même le suicide, la réponse exacte à ce qui est arrivé aux Jamison n'a jamais été trouvée. Leur mort reste l'un des mystères les plus mystérieux et les plus mystiques de l'Amérique, et la vérité restera peut-être à jamais cachée dans les ombres du passé. Il existe également une théorie selon laquelle Bobby et Sherilyn n'étaient pas impliqués dans la drogue, mais souffraient eux-mêmes d'addiction. L'un des arguments en faveur de cette hypothèse était la vidéo de surveillance à l'extérieur de leur maison. Selon le shérif, cette vidéo donnait l'impression que Bobby et Sherilyn étaient sous l'influence de substances illicites. Or, une perquisition à leur domicile n'a révélé aucune trace de drogue, et les proches ont assuré que le couple n'en avait jamais consommé.
peut-on en être sûr? Après tout, il arrive souvent que les proches d'un toxicomane ne se rendent compte de toute la vérité qu'au dernier moment. En outre, nous ne pouvons pas exclure des problèmes personnels qui pourraient affecter leur comportement. Les problèmes de santé de Bobby, son incapacité à travailler, ses difficultés financières, les propos de leur fille sur les fantômes et les étranges écritures sur le conteneur ont créé une atmosphère morose. Sherilyn se plaint souvent de son mari. Dans une lettre, elle le traite de solitaire et de reclus qui ne s'intéressent pas à leur fille. Elle détaille tous ses défauts et exprime son intention de divorcer. La famille a noté que Sherilyn avait souvent des sautes d'humeur brutales. Elle pouvait être extrêmement irritable et agressive, puis se renfermer brusquement. Il lui arrivait de passer plusieurs jours sans sortir de chez elle. Tous ces faits ne font que soulever de nouvelles questions. Qu'est-il réellement arrivé à la famille Jamison? Cette affaire reste l'une des plus mystérieuses et des plus effrayantes de l'Oklahoma. Sherilyn a commencé à tenir un journal dans lequel elle notait ses pensées dans les moments de désespoir et de colère. Ses écrits étaient remplis de phrases incohérentes, de ressentiments envers ses proches et de critiques à l'égard de son mari, Bobby. Elle dessine d'étranges images avec des couteaux, signant l'une de son nom et l'autre du nom de son conjoint. Son journal intime contient des appels à Dieu, des prières pour obtenir de l'aide. Bobby et Sherilyn avaient contracté une hypothèque sur la maison. Leur premier emprunt a été contracté avant la naissance de Madison, en juillet 2004, pour un montant de 112 500 $. En 2008, ils ont emprunté 28 000 $ supplémentaires pour couvrir des dettes antérieures. 4 ans plus tard, leur dette avait doublé. Aux difficultés financières s'ajoutent les conflits constants entre Bobby et son père, et le 25 septembre 2007, Sherilyn subit une perte irréparable. Sa sœur et amie la plus proche, Marla, décède. Cela a aggravé la situation, car elle était incapable de travailler et, après le diagnostic officiel, elle s'est vue attribuer une invalidité. Bobby était également en grande détresse physique depuis 2005. Est-il concevable que, profondément déprimée, Sherilyn ait attiré sa famille dans les bois, tué son mari et sa fille, puis mis fin à ses jours? La police étudie la possibilité qu'une lettre de colère trouvée dans la voiture ait pu être une lettre de suicide. En théorie, Sherilyn aurait pu tuer Bobby et Madison avant de se suicider. Cette théorie est étayée par le fait que Sherilyn avait un pistolet qu'elle gardait habituellement dans la voiture. Cependant, l'arme n'a jamais été retrouvée. Il est possible que quelqu'un l'ait ramassée bien avant la découverte des corps et qu'il s'en soit débarrassé après avoir appris l'existence de l'enquête. Mais si Sherilyn s'est suicidée, comment l'arme s'est-elle retrouvée ailleurs? Ou bien a-t-elle choisi une autre méthode de suicide, par exemple l'empoisonnement? Le fait que Sherilyn et Madison ne présentent aucune blessure par balle plaide également en faveur de cette théorie. Les experts ont finalement conclu que le trou dans le crâne de Bobby n'était pas dû à une blessure par balle. En 2010, après la diffusion de l'émission Disappeared de la chaîne Investigation Discovery, Nikki Sheldon, une amie de Sherilyn, reçoit un étrange appel téléphonique. Une femme étrange lui a dit qu'elle avait été membre d'un groupe prônant la suprématie de la race blanche. Elle a vu une liste de noms de personnes avec lesquelles les membres du groupe étaient en conflit. Bobby et Sherilyn en faisaient partie. Selon elle, elle a surpris une conversation qui parlait de la famille Jamison et qui laissait entendre qu'on allait s'occuper d'eux. Cette conversation mentionnait également la bague de fiançailles de Bobby, dont seules quelques personnes connaissaient de l'existence. S'agit-il d'une preuve que la famille a été victime d'un attentat? Ce que l'on sait, c'est que Sherilyn était en conflit avec une connaissance, Kenneth Bellows, qui les aidait à s'occuper de la maison. Après avoir appris qu'elle était d'origine amérindienne, il a exprimé des opinions racistes et a même proféré des menaces.
Craignant pour la sécurité de sa fille, Sherilyn a pointé une arme sur lui, après quoi il a quitté la maison. La police a ensuite enquêté sur lui en tant que suspect potentiel, mais il avait un alibi en béton. Il se trouvait à des centaines de kilomètres de là, au moment de la disparition de la famille. Mais peut-être que la solution à cette tragédie n'est pas du tout liée au crime. Supposons que la famille Jamison se soit rendue seule au milieu de nulle part. Ils sont probablement sortis de la voiture pour explorer la région ou se dégourdir les jambes. Cependant, quelque chose a mal tourné, peut-être se sont-ils perdus. Ils ont peut-être essayé de retrouver leur chemin, mais se sont retrouvés trop loin de la voiture. Cependant, des questions subsistent. Pourquoi Bobby, avec ses problèmes de dos, a-t-il marché sur une si longue distance? Pourquoi ont-ils tous été retrouvés face contre terre? En général, les personnes qui meurent d'hypothermie se retrouvent dans d'autres positions. Une autre possibilité est la panique. La paranoïa du couple a peut-être atteint un point critique. Ils ont pu penser qu'ils étaient suivis et ont quitté la voiture par peur. Leur anxiété a augmenté. Leurs actions sont devenues de plus en plus irrationnelles, et cela a pu conduire à une tragédie. La mère de Sherilyn, Connie Cocken, est convaincue qu'ils ont été assassinés. Elle déclare « Je pense qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. » Les proches ne croient pas non plus que les décès soient accidentels. La police a envisagé toutes les pistes possibles, mais n'est pas parvenue à une conclusion définitive. Le shérif Beecham a admis « Normalement, dans les enquêtes, nous écartons progressivement les pistes pour ne garder que la plus plausible. Mais dans ce cas, nous n'avons pu en écarter aucune. » Qu'est-il réellement arrivé à la famille Jamison? S'agit-il d'un crime ou d'un accident tragique? Chaque nouveau fait soulève de nouvelles questions. Écrivez vos théories dans les commentaires. En 2007, un événement que l'on qualifiera plus tard de crime du siècle s'est produit dans une station balnéaire portugaise. Une fillette anglaise de 3 ans a disparu sans laisser de traces de sa chambre d'hôtel, ce qui a donné lieu à l'enquête la plus coûteuse de l'histoire britannique. L'affaire a fait l'objet de dizaines de versions et de multiples suspects, a provoqué des scandales internationaux et les parents de la fillette ont été reçus par le pape en personne. Cette année-là, les époux Kate et Jerry McCann passent 7 jours de vacances au Portugal. Ils n'ont pas choisi cet endroit par hasard. La station balnéaire était populaire parmi les Britanniques. La langue anglaise y résonnait presque aussi souvent que le portugais. Les habitants ont même appelé cet endroit Little Britain. La station était équipée de centres de jeux pour enfants, offrait des services de babysitting et disposait d'une zone surveillée, ce qui donnait l'illusion d'une sécurité totale. Le couple McCann est arrivé en vacances avec un groupe d'amis. Il y avait au total 8 adultes, dont la plupart étaient des professionnels de la santé, et 8 enfants, dont les jumelles McCann, âgées de 2 ans, et leur sœur Madeleine, âgée de 3 ans. Les vacances se sont déroulées selon le programme habituel. La famille a pris le petit déjeuner et le déjeuner à l'appartement, puis les parents ont envoyé les enfants dans les salles de jeu où ils ont été divertis par des animateurs professionnels. Le soir, vers 9h30, les adultes se sont retrouvés pour dîner dans un restaurant voisin et les enfants sont restés dormir dans leur chambre. Les parents prenaient régulièrement des nouvelles des enfants en entrant à tour de rôle dans les chambres. Le 3 mai à 21h05, Jerry McCann est entré dans les appartements pour s'assurer que tout allait bien. Il constate que les enfants dorment paisiblement. Cependant, une chose l'a alerté. Il était sûr d'avoir laissé la porte de la chambre entr'ouverte, mais elle était maintenant grande ouverte. Il n'y prêta pas attention, remit la porte dans sa position initiale et retourna au restaurant. Une demi-heure plus tard, leur ami Matthew Oldfield est lui aussi entré pour prendre des nouvelles des enfants. Mais il s'est contenté d'écouter le silence qui régnait dans la chambre sans s'approcher des lits. À 22h, Kate McCann a décidé de procéder à la vérification. En entrant dans l'appartement, elle remarque immédiatement que la fenêtre de la chambre est ouverte. Les jumeaux sont endormis dans leur lit, mais Madeleine n'est plus là.
Sa peluche préférée est restée sur le lit. Après avoir fait le tour de la pièce, Kate est sortie de l'appartement en courant et en criant « Elle a été enlevée !» Les premières heures après la disparition. Parents et amis se précipitent à la recherche de la fillette. Le père a regardé sous toutes les voitures garées, espérant trouver des traces de sa fille. Pendant près de 6 heures, le personnel du centre de villégiature, les clients de l'hôtel et la police ont ratissé le quartier dans l'espoir que l'enfant se soit simplement égaré. Cependant, la police portugaise a commis de nombreuses erreurs. Les autorités frontalières n'ont pas été prévenues à temps, ce qui a permis aux probables ravisseurs de quitter le pays sans encombre. Les enquêteurs n'ont pas immédiatement établi de cordon autour du lieu de l'incident et n'ont pas pris d'empreintes digitales, ce qui a rendu difficile la collecte de preuves. Les médias britanniques ont rapidement appris l'incident, les journalistes ayant été informés par des amis de la famille. Ils espéraient que l'indignation générale de l'opinion publique inciterait les autorités portugaises à agir de manière plus proactive. Toutefois, cette démarche a eu l'effet inverse. Les enquêteurs ont commencé à se méfier des parents, estimant que la publicité pouvait nuire à l'enquête. 4 mois après la disparition, la police a soudainement avancé la théorie selon laquelle ses propres parents auraient pu être impliqués dans la disparition de l'enfant. Les enquêteurs ont supposé que Kate et Jerry avaient accidentellement donné à leur fille une dose trop importante de somnifères, espérant qu'elle dormirait bien pendant qu'ils étaient au restaurant. Après s'être rendus compte de la tragédie, ils auraient décidé de mettre en scène un enlèvement et auraient caché le corps. Cette version est basée sur le travail de 2 chiens renifleurs qui ont été amenés à enquêter. L'un d'eux a détecté une odeur de décomposition dans l'appartement des McCann et dans la voiture qu'ils avaient louée 24 jours après la disparition de leur fille. Des tests ADN ont également révélé des traces possibles de la fillette dans la voiture. Cependant, les experts ont déclaré que les chiens peuvent se tromper dans 70% des cas et que les tests ADN n'étaient pas concluants. Par la suite, des témoins ont affirmé avoir vu un homme portant dans ses bras une fillette endormie. Un Britannique, Robert Murat, qui habitait à quelques minutes de l'hôtel, a été soupçonné. Il est resté le principal suspect pendant plusieurs mois, mais aucune preuve n'a été trouvée contre lui. Plus tard, il s'avéra que l'homme avec un enfant dans les bras avait été vu par un autre touriste, qui rentrait dans sa chambre avec sa fille. Robert Murat a été innocenté et a intenté un procès au tabloïd britannique qui l'avait en fait déclaré criminel et a obtenu gain de cause. Les parents n'ont pas perdu espoir de retrouver leur fille vivante. Ils ont lancé une vaste campagne pour retrouver Madeleine, donner des interviews, participer à des émissions de télévision et rencontrer des hommes politiques influents. Kate et Jerry McCann ont rencontré le pape et ont également discuté de l'affaire avec le procureur général des États-Unis. Ils ont créé un fonds pour les enfants disparus et ont récolté des millions de livres sterling pour les recherches. L'affaire Madeleine McCann est devenue l'un des crimes les plus médiatisés du XXIe siècle. Au fil des ans, de nombreuses versions ont vu le jour, mais la disparition de la fillette reste l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle. Peu après la disparition de Madeleine McCann, les environs de la station ont commencé à être fouillés de fond en comble. À ce moment-là, la nouvelle s'est déjà répandue dans les principaux médias britanniques. L'information a été transmise aux journalistes par des amis de la famille McCann dans l'espoir que le tollé général forcerait la police portugaise à travailler davantage sur l'enquête. Toutefois, cette démarche a eu des conséquences inattendues. Les autorités portugaises chargées de l'application de la loi l'ont perçue comme une ingérence et une tentative d'exercer une pression sur l'enquête. Les parents de Madeleine ont critiqué à plusieurs reprises la police, l'accusant de négligence et de manque de professionnalisme. Selon eux, la police a agi trop lentement, perdant ainsi un temps précieux. Ces accusations ont peut-être joué un rôle dans le fait que, 4 mois après la disparition de la fillette,
Kate et Jerry McCann sont eux-mêmes devenus les principaux suspects dans cette affaire. Les enquêteurs ont avancé la théorie selon laquelle le couple, ayant une formation médicale, aurait accidentellement donné à leur fille une dose trop importante de somnifères, pensant qu'elle dormirait profondément jusqu'à leur retour. Ayant pris conscience de la tragédie et craignant d'en assumer la responsabilité, ils auraient caché le corps et organisé un enlèvement dans l'espoir d'échapper à toute sanction. Selon les enquêteurs portugais, les résultats du travail des chiens renifleurs spécialement entraînés vont dans le sens de cette hypothèse. L'un d'eux a détecté des traces d'odeur cadavérique dans l'appartement de la famille McCann et un autre dans le coffre de la voiture que le couple avait loué 24 jours après la disparition de Madeleine. En outre, des analyses d'échantillons de cheveux et de tissus trouvés dans la voiture ont révélé la présence possible de l'ADN de la fillette. Cependant, cette version n'a jamais trouvé de preuves convaincantes. Les experts ont noté que les chiens d'assistance réagissent dans 70% des cas à des odeurs erronées et que l'analyse de l'ADN était inexacte. En conséquence, les charges contre les parents ont été abandonnées, mais les résidus de ces soupçons sont restés et l'affaire McCann est devenue encore plus complexe et compliquée. Parallèlement, la police étudie d'autres versions des faits. Bientôt, des témoins affirment avoir vu, le jour de la disparition de Madeleine, un homme portant dans ses bras une fillette endormie. Le premier suspect est un Britannique de 30 ans, Robert Murat, qui vit à 3 minutes à pied de l'hôtel, dans la maison de sa mère. Il est devenu le centre de l'affaire pendant un certain temps. Il a été interrogé. Sa maison a été fouillée et des liens possibles avec la disparition de la jeune fille ont été vérifiés. En fin de compte, la police n'a trouvé aucune preuve contre lui. La disparition de Madeleine McCann a déjà été annoncée par les principaux médias britanniques. La nouvelle a été transmise aux journalistes par des amis de la famille McCann, dans l'espoir que l'indignation du public obligerait la police portugaise à agir plus rapidement et de manière plus professionnelle. Toutefois, cette démarche a eu un effet inattendu. Les autorités chargées de l'enquête ont commencé à traiter les parents avec partialité, craignant que la publicité n'entrave l'enquête et ne réduise les chances d'élucider l'affaire. La situation s'envenime. Kate et Jerry McCann critiquent ouvertement le travail de la police portugaise, l'accusant de négligence et de manque de professionnalisme. C'est peut-être ce qui explique que 4 mois après la disparition de Madeleine, l'enquête avance une nouvelle version choquante. Les soupçons se portent sur les parents de la fillette eux-mêmes. Selon la police, Kate et Jerry, tous deux médecins, auraient accidentellement tué leur fille en lui administrant une trop forte dose de somnifères pour qu'elle dorme tranquillement pendant leur absence. Ayant réalisé ce qui s'était passé, les parents auraient tenté de dissimuler le crime en organisant un enlèvement. Cette hypothèse s'appuie sur les résultats du travail des chiens d'assistance spéciale. 2 chiens renifleurs entraînés travaillaient dans l'appartement des McCann. L'un d'eux a détecté l'odeur de la rigidité cadavérique et l'autre des traces de sang. Cependant, la trace la plus inattendue a été trouvée dans la voiture que le couple avait louée 24 jours après la disparition de leur fille. Des traces biologiques ont été trouvées à l'intérieur de la voiture, ce qui a éveillé les soupçons des enquêteurs. D'autres tests en laboratoire ont révélé la présence d'un ADN similaire à celui de Madeleine. Malgré cela, les experts médico-légaux n'ont pas été en mesure de confirmer que les échantillons retrouvés appartenaient incontestablement à la fillette. De plus, dans 70% des cas, les chiens d'assistance auraient pu confondre d'autres odeurs avec celles du cadavre. En conséquence, les accusations portées contre le couple McCann n'ont jamais été formellement retenues. Entre-temps, des témoins ont affirmé avoir vu, la nuit de la disparition de la fillette, un homme portant dans ses bras un enfant endormi.
Les soupçons se sont portés sur le Britannique Robert Murat, âgé de 30 ans, qui vivait à proximité, à 3 minutes à pied, des appartements des McCann. Pendant des mois, il est resté le principal suspect, mais la police n'a pu trouver aucune preuve solide contre lui. Plus tard, l'enquête a pris une tournure inattendue. Un autre touriste a affirmé qu'il était revenu à l'hôtel le soir même, avec sa propre fille. Après d'autres vérifications, il s'est avéré que c'était lui que les témoins avaient pris pour le kidnappeur présumé. Finalement, Robert Murat a été totalement acquitté et plus tard, il a même demandé un dédommagement important aux tabloïds britanniques qui l'ont pratiquement déclaré criminel. Malgré toutes ces difficultés, les parents de Madeleine n'ont pas perdu espoir. Ils ont continué à chercher activement, ont organisé des campagnes, ont coopéré avec des enquêteurs privés et ont demandé le soutien de personnes influentes. Ils ont rencontré le Premier ministre britannique, le procureur général des États-Unis et même le pape, espérant que leur affaire ne resterait pas lettre morte. Cependant, malgré des efforts considérables, la solution au mystère de la disparition de Madeleine McCann n'a jamais été trouvée. De nombreuses années se sont écoulées depuis la disparition de la petite Madeleine McCann, mais le mystère de sa disparition n'a toujours pas été élucidé. Les parents de la fillette, Kate et Jerry McCann, n'ont pas accepté cette perte et se sont activement battus pour poursuivre les recherches, en participant à de nombreux talk-shows, en donnant des interviews aux médias du monde entier et en organisant des campagnes de soutien à l'enquête. Ils ont également créé la fondation Find Madeleine, qui a récolté plus de 2 millions de livres sterling en moins d'un an. Entre-temps, les autorités d'enquête des deux pays, la Grande-Bretagne et le Portugal, menaient des enquêtes parallèles. Malgré un examen minutieux des preuves et de nombreux interrogatoires, très peu de pistes ont été trouvées. En 2008, la police portugaise a officiellement classé l'affaire, faute d'avoir découvert des preuves décisives ou d'avoir retrouvé l'auteur de l'attentat. Cependant, en 2011, la ministre britannique de l'Intérieur, Theresa May, a ordonné une nouvelle enquête baptisée Opération Grange. Les meilleurs détectives britanniques ont été invités à travailler sur cette affaire complexe dans l'espoir de résoudre le mystère de la disparition de Madeleine McCann. Des fonds considérables ont été alloués à l'enquête et une équipe de spécialistes a mené des dizaines d'enquêtes au Portugal et au Royaume-Uni. L'inspecteur principal Andy Redwood, qui a dirigé l'opération Grange, est convaincu qu'il existe encore une chance de retrouver la jeune fille vivante. Au cours de son travail, il a vérifié tous les suspects possibles. Des personnes condamnées pour des crimes commis sur des enfants, des employés du restaurant et du complexe touristique, ainsi que des vacanciers de la station. Cependant, aucune de ces versions n'a jamais été confirmée. Au fil des ans, la police a traité des centaines de déclarations de personnes qui auraient vu Madeleine dans différentes parties du monde. La plupart de ces déclarations provenaient des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse, du Mexique et de Singapour. Plus d'une centaine de ces témoignages ont été vérifiés, mais soit les informations les concernant sont classées, soit elles n'ont pas été confirmées. Bien que la version de l'implication des parents dans la disparition de la jeune fille ait été démentie à plusieurs reprises, elle a continué à être exprimée dans les médias. Elle a longtemps été défendue par Gonçalo Amaral, qui a mené l'enquête initiale pour le compte de la police portugaise. En 2008, il a publié un livre suivi d'un documentaire intitulé « La vérité sur les mensonges », dans lequel il affirmait que les parents avaient simulé l'enlèvement pour dissimuler le meurtre de leur fille. Il affirme que son travail est basé sur des preuves officielles, mais la famille McCann qualifie le livre de « absurde et faux ». Malgré cela, l'ouvrage est devenu un best-seller et a rapporté à l'auteur et à l'éditeur plus d'1 million de dollars selon certaines estimations. Après la sortie du livre, Amaral a donné de nombreuses interviews et a continué à accuser les parents de Madeleine, affirmant que son corps était toujours caché dans le quartier de Praia da Luz. Plus tard, il a même suggéré que la jeune fille aurait pu être incinérée dans une église proche du lieu de sa disparition. Outre cette théorie, d'autres ont été envisagées.
Une théorie suggère que la fillette a été enlevée par une famille aisée, mais les enquêteurs ont considéré cette hypothèse comme douteuse. La fillette a disparu seulement 9 jours avant le départ. Et à cet âge, l'enfant a un bon souvenir de ses proches, et il est donc peu probable qu'il accepte sereinement ses nouveaux parents. La version d'un enlèvement accidentel lors d'un cambriolage a également été évoquée. Selon cette théorie, les intrus auraient pu rencontrer l'enfant à l'improviste et, craignant d'être démasqués, l'auraient emmené avec eux. Mais cette hypothèse est également discutable. Si les voleurs avaient vraiment peur, pourquoi auraient-ils emmené l'enfant? Il est d'autant plus difficile de croire qu'ils ont eu peur d'être identifiés par un petit enfant qui les a vus dans une pièce sombre. Certains journalistes ont émis l'hypothèse que Madeleine aurait pu quitter l'appartement de son propre chef à la recherche de ses parents et être victime d'un enlèvement. Cette version s'appuyait sur le fait que les volets des fenêtres, selon la police, étaient fermés de l'intérieur et qu'il n'y avait aucune trace d'effraction sur ces fenêtres ou sur la porte d'entrée. Cela pourrait signifier que personne de l'extérieur n'était entré dans la maison et que la jeune fille était sortie seule. Cependant, cette version est également discutable. Dans ce cas, elle aurait dû ouvrir la porte d'entrée, ce qui est difficile pour un enfant de 3 ans. En 2020, les enquêteurs allemands font une annonce sensationnelle. Le principal suspect est Christian Bruckner, déjà condamné pour attouchement. Selon eux, la veille de la disparition de Madeleine, il aurait confié à une connaissance qu'il avait un travail terrible à accomplir. Il est apparu par la suite que Bruckner avait discuté de l'enlèvement de Madeleine avec d'autres détenus. Les forces de l'ordre ont commencé à enquêter sur son implication possible en fouillant ses affaires. Un bunker secret souterrain a été découvert dans l'un d'entre eux. Les preuves trouvées n'ont pas été rendues publiques, mais l'enquête a suggéré que ce n'était pas la première fois que l'homme commettait ce délit. Au moment de sa libération, Bruckner était déjà en prison pour un autre délit. Il a été interrogé mais est resté silencieux. Les enquêteurs pensent qu'il est responsable de la disparition de la jeune fille, mais il n'y a pas encore de preuves définitives. Malgré tous les efforts de la police et du public, le mystère de la disparition de Madeleine McCann reste entier. Les parents espèrent toujours que leur fille est en vie. Chaque année, le jour de son anniversaire, sa mère achète des cadeaux, croyant qu'un jour, Madeleine reviendra à la maison. En juin 1986, un accident tragique s'est produit en Espagne. Un camion transportant une citerne d'acide sulfurique pour le compte d'une entreprise pétrochimique locale s'est soudain mis à descendre un col de montagne en accélérant. Suite à la collision, la cargaison d'acide s'est répandue sur la cabine du camion et dans les environs, créant un dangereux nuage toxique. Lorsque les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les corps d'un homme et d'une femme. Mais lorsqu'ils ont commencé à informer leurs proches de la mort du couple, la femme âgée s'est exclamée au téléphone « Et le bébé? Et le bébé? S'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien. » Malgré les efforts de la police et des secouristes, le corps du petit garçon n'a pas été retrouvé sur le lieu de l'accident. Andrés Martínez Navarro était en déplacement professionnel et son fils Juan Pedro Martínez, 10 ans, l'accompagnait. Le but du voyage était de transporter 20 000 litres d'acide sulfurique de Murcie à la ville de Bilbao pour le compte d'une entreprise pétrochimique locale. Juan Pedro était le seul enfant de la famille, et bien qu'il ait parfois accompagné son père en voyage, un tel voyage était inhabituel, surtout avec un camion-citerne d'acide. À l'école, le garçon avait souvent entendu des histoires sur les verts pâturages du Pays basque et rêvait de les voir de ses propres yeux. Pour réaliser son rêve, Juan Pedro a demandé à son père de partir au Pays basque s'il réussissait bien à l'école. Son père tint sa promesse et décida d'emmener son fils en voyage dès que l'année scolaire serait terminée et que le garçon aurait réussi ses examens. Le 24 juin 1986, jour de la Saint-Jean, est un jour très spécial pour Juan Pedro. Le voyage est un cadeau d'anniversaire pour lui.
Andrés et sa famille sont arrivés à Fuentes Alamo dans la voiture de sa sœur et, à 19 heures, ils se sont rendus à Carthagène, où le camion était prêt à partir. À 19 heures, Andrés Martínez Navarro, sa femme Carmen Gómez Legas et leur fils sont montés à bord du camion Volvo F12 et ont entamé le voyage vers Bilbao. En chemin, ils ont fait plusieurs arrêts pour se reposer et se ravitailler. La première a eu lieu au café Venta del Olivo, près de la ville de Chiesa. Ils s'y sont arrêtés pendant une demi-heure. Le deuxième arrêt a eu lieu à Las Pedroñeras, dans une station-service où les travailleurs ont vu toute la famille. Après une pause d'une demi-heure, le camion a repris la route nationale 301. À 3 heures du matin, la famille s'est arrêtée à une station-service de Los Angeles, située à l'entrée de la capitale. Après un arrêt qui a duré 1 heure et 13 minutes, ils ont poursuivi leur route à 4h13. La famille a été vue pour la dernière fois le 25 juin à 6h30 au café Maison Aragon, où les parents ont commandé un café et le garçon a mangé des biscuits au lait. Le personnel de l'établissement n'a rien remarqué d'anormal dans leur comportement et le garçon, selon le barman Felipio Alhambra, portait un pantalon rouge, ce qui lui a semblé étrange, car il s'agissait d'une combinaison inhabituelle à cette époque de l'année. À 6 heures ce matin-là, le camion s'est approché de Somosierra, un col de montagne au nord de Madrid. À un moment donné, la vitesse de la route a brusquement augmenté pour atteindre 140 km à l'heure, malgré les limites imposées sur ce tronçon, 90 km à l'heure. Le temps était clair et sec et la route n'était pas mouillée, ce qui rendait inhabituel un comportement aussi étrange de la voiture. Selon la reconstitution des événements, le conducteur a commencé à dépasser un camion circulant sur la même voie, a fait une embardée en arrière, ce qui lui a fait heurter le rétroviseur latéral d'un autre camion, puis la Volvo a percuté un troisième camion à une vitesse phénoménale. À la suite de la collision, la Volvo s'est retournée et de l'acide sulfurique a commencé à s'écouler de la citerne, inondant la cabine et la zone environnante. Un dangereux nuage toxique s'est alors formé. Les sauveteurs sont arrivés et ont agi rapidement, car si l'acide s'était déversé dans la rivière Durton, située à proximité, cela aurait provoqué une catastrophe écologique. Les sauveteurs ont utilisé 15 000 kg de chaux pour neutraliser l'acide. 10 heures après l'accident, ils ont découvert les corps d'Andrés et de Carmen dans l'épave du camion. Les résultats de l'autopsie ont révélé que tous deux étaient morts dans la collision. Cependant, les sauveteurs ignoraient initialement qu'il devait y avoir un autre passager dans le véhicule, un garçon nommé Juan Pedro. Cette information a été révélée lorsque la police a contacté les parents des personnes décédées. Lorsque les parents ont appris la nouvelle, ils se sont exclamés avec amertume « S'il vous plaît, dites-moi que mon petit-fils va bien ». Plus tard, une fouille de la voiture a permis de retrouver une cassette contenant des chansons pour enfants et des affaires d'enfants, mais le corps du petit garçon n'a jamais été retrouvé. Des recherches intensives ont été lancées, impliquant plus de 10 000 personnes, policiers, militaires, étudiants et bénévoles. La région de Somosierra a été fouillée dans un rayon de 30 km par des hélicoptères et des chiens spécialement entraînés, mais sans aucune trace ni indice. C'est comme si le garçon avait disparu de la surface de la terre. Les parents ont dépensé 2 millions de pesetas pour fouiller tout le pays et afficher 85 000 avis de recherche, notamment sur les façades des écoles, des services municipaux et des bureaux de poste. Bien qu'ils aient engagé un détective privé réputé, Jorge Colomar, spécialisé dans la recherche de personnes disparues, ils n'ont obtenu aucun résultat. Plus tard, les proches ont commencé à recevoir des appels téléphoniques de personnes inconnues exigeant l'arrêt des recherches. Il est toutefois possible qu'il ne s'agisse que de plaisanteries malveillantes. Le camion a été transporté à la municipalité de Colmenar Viejo, où un examen plus approfondi a été effectué. Lors de l'examen de la cabine, un morceau de la chaussure du garçon disparu a été trouvé. Bien qu'il n'ait pas été possible de déterminer exactement de quoi il s'agissait,
Il s'agissait probablement d'un lacet ou d'une semelle. Dans le même temps, des éléments étranges ont été trouvés dans les données du tachygraphe. Au cours des 37 dernières minutes avant l'accident, le camion s'est arrêté 12 fois et les temps d'arrêt variaient de 1 à 22 secondes, ce qui, selon les experts, n'a pas de sens. Le camion aurait pu avoir une défaillance mécanique, ce qui est également l'une des théories avancées. Cependant, si le chauffeur du camion avait eu connaissance d'un problème, il aurait pris soin de freiner et de s'arrêter pour vérifier, plutôt que de continuer à dévaler la pente. D'autant plus qu'Andrés Navarro avait récemment fait l'objet d'un entretien complet, pour un montant de 700 000 pesetas, qui incluait une vérification du système de freinage. Les enquêteurs ont également confirmé que les freins du camion étaient en bon état de fonctionnement. Le dernier arrêt du camion a été le plus long, 22 secondes. La logique de ces arrêts reste un mystère, ce qui donne l'impression que quelque chose d'anormal s'est produit une demi-heure avant l'accident mortel. Théoriquement, 20 secondes auraient pu suffire à Juan Pedro pour quitter le camion, volontairement ou de force. Quelques jours plus tard, alors que les enquêteurs continuaient à démêler les détails de la tragédie, 2 bergers locaux, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont déclaré avoir vu une camionnette Nissan Vanette blanche qui s'est arrêtée à côté du camion juste après l'accident. Le conducteur du véhicule était un homme moustachu à l'accent étranger, à côté duquel se trouvait une grande femme blonde aux traits nordiques. Selon une version, la femme s'est présentée comme infirmière pour pouvoir monter dans le camion. Selon une autre version, les 2 hommes dans la camionnette blanche étaient habillés en ambulanciers. Selon les bergers, la femme s'est approchée de la cabine du camion, a pris une sorte de paquet et a quitté les lieux. Cependant, les témoins ne se souvenaient pas des plaques d'immatriculation de la camionnette, ce qui a rendu l'enquête beaucoup plus difficile. De plus, certains ont mis en doute la véracité de leurs témoignages, étant donné l'épaisse fumée qui enveloppait le site de l'accident, rendant difficile l'approche du camion. Néanmoins, il est possible que ces hommes aient eu un rôle à jouer dans l'accident. En fin de compte, il n'a jamais été déterminé si les témoins se trouvaient effectivement sur les lieux de l'accident et leur témoignage est resté contesté. Un an plus tard, en mai 1987, le propriétaire de l'auto-école a déclaré aux autorités qu'il avait rencontré une femme aveugle âgée et un guide qui semblait avoir 10 ou 11 ans et qui correspondait à la description de Juan Pedro. L'homme était certain qu'il s'agissait bien de Juan, mais lorsque l'information est parvenue à la police, la femme et le garçon avaient déjà disparu. La police s'est également intéressée au témoignage d'une villageoise qui vivait près d'Albuquerque. Elle affirmait avoir rencontré par hasard un garçon d'une dizaine d'années qui se cachait à la périphérie de la ville. Selon elle, elle avait été en contact avec lui pendant 3 jours et lui avait apporté de la nourriture. Le garçon avait l'air affamé et sale. Cependant, après enquête, il s'est avéré que son histoire était inventée de toutes pièces et n'avait rien à voir avec la réalité. 1 an après le début de l'enquête, l'affaire a été confiée à un nouveau juge. Maria Riera a été remplacée par Maria Dolores Ruiz Ramos, qui a ordonné une nouvelle inspection de la citerne. Le journal El País, habituellement considéré comme une source fiable, publie l'information selon laquelle des traces d'héroïne ont été trouvées dans le camion, mais pas dans la cabine. Le journal El País, habituellement considéré comme une source fiable, publie l'information selon laquelle des traces d'héroïne ont été trouvées dans le camion, mais pas dans la cabine, mais dans le camion-citerne lui-même. 2 des 3 compartiments étaient remplis d'acide sulfurique au moment de l'accident, et dans le compartiment vide, un colis de drogue a été trouvé enveloppé dans une couverture, recouvert d'une bâche blanche et protégé par une feuille de plastique. Les activités d'Andrés Martínez ont fait l'objet d'une enquête, mais aucun lien n'a pu être établi avec le trafic de stupéfiants ou des organisations criminelles.
En 1992, dans l'émission Qu'un sable d'onde, le présentateur Paco Lobaton a rapporté que plusieurs chiffons avaient effectivement été trouvés dans le camion, dont le test de dépistage de l'héroïne s'est révélé positif dans un premier temps. Cependant, après une analyse plus poussée à l'Institut national de toxicologie de Madrid, considérée comme plus fiable, cette information n'a pas été confirmée. Depuis la tragédie, d'innombrables versions circulent sur l'endroit où le petit Juan Pedro aurait pu disparaître, ainsi que sur les raisons possibles de sa disparition. Examinons plusieurs versions de ce qui s'est passé et essayons de déterminer celles qui sont improbables et celles qui ont le droit d'exister. La première hypothèse qui vient à l'esprit est que le garçon a été dissous dans de l'acide sulfurique transporté par son père dans un camion-citerne. Cette théorie a été étudiée par la police, qui a supposé que le corps de Juan Pedro s'était peut-être décomposé dans l'acide, car aucun corps n'a été retrouvé sur le lieu de l'accident. Cependant, des expériences menées ultérieurement ont permis de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Un gros morceau de viande avec des os a été placé dans de l'acide sulfurique. Le tissu musculaire a disparu en quelques minutes. En revanche, les os sont restés et n'ont commencé à se détériorer que 5 jours plus tard. Lorsque les corps ont été récupérés, moins d'une journée s'était écoulée. En outre, la scène a été rapidement recouverte de chaux pour neutraliser l'acide. Un expert a déclaré au journal El Caso que le corps de l'enfant avait pu être partiellement détruit et recouvert d'une couche de terre après le renversement du camion. Selon lui, les chiens n'ont pas pu détecter les restes en raison de la forte contamination de la zone. Cependant, en présence de la garde civile, une pelleteuse a enlevé toute la couche de terre à la recherche de restes organiques, mais n'a rien trouvé. Des échantillons de sol ont été prélevés sur le site de l'accident pour une vérification plus approfondie. Ils ont été examinés à l'aide d'un analyseur spectrographique qui détecte la présence de minéraux caractéristiques des restes humains. Cependant, seules des particules du camion ont été retrouvées dans les échantillons, mais pas de traces de présence humaine. Malheureusement, cette analyse n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer avec précision la dissolution du garçon, les échantillons ayant été prélevés 1 an après la tragédie. Lucas Hernandez, professeur de chimie analytique à l'Université autonome de Madrid, a déclaré que si l'étude avait été réalisée immédiatement après l'accident, les résultats auraient pu être différents et la version acide aurait pu être confirmée ou infirmée avec certitude. Cependant, la plupart des experts chimistes s'accordent à dire que même 10 heures pendant lesquelles les conséquences de l'accident ont été éliminées n'auraient pas suffi à dissoudre complètement le corps humain sans laisser de traces. En outre, les corps des parents de Juan Pedro ont été exposés à l'acide, ont subi des brûlures, mais ne se sont pas complètement dissous. Il y a également des spéculations sur le fait que Juan Pedro n'est pas mort dans l'accident lui-même. Le mystère de la camionnette blanche n'a jamais été résolu. Malgré tous les efforts déployés, le lien entre la voiture et le crime n'a pas pu être confirmé. Cette théorie ne reste qu'une hypothèse sans preuve évidente. Par ailleurs, dans les années 1990, le lieutenant-colonel de la garde civile Francisco Quintero, chef adjoint du service de lutte contre la drogue, a été condamné. Il a été condamné à 8 ans de prison, à une amende de 100 millions de pesetas et à une suspension de service de 6 ans. Il est le 11e membre de l'unité antidrogue à être arrêté pour de telles infractions. Certains journalistes d'investigation ont affirmé que Francisco Quintero était impliqué dans la réanalyse de la prétendue héroïne, retrouvée des années plus tard dans le camion-citerne. Les auteurs de l'émission voulaient lui poser des questions, mais il était déjà en détention. 12 ans plus tard, la Guardia Civile, en collaboration avec l'Université de Grenade, a lancé le projet Phoenix pour collecter des échantillons génétiques auprès des proches des personnes disparues.
En 2008, la grand-mère de Juan Pedro a réussi son test ADN. En 2015, les proches du garçon ont été choqués lorsque la police a annoncé que les restes retrouvés dans une maison abandonnée à Guadalajara correspondaient au profil génétique de sa grand-mère. Cependant, de nouvelles analyses ont révélé qu'il s'agissait d'une fausse piste. Les proches ont tenté de faire exhumer les corps d'Andrés et de Carmen afin d'obtenir des échantillons d'ADN plus précis, mais le tribunal a rejeté leur demande à plusieurs reprises. On ne sait toujours pas où Juan Pedro Martínez Gómez a disparu le jour de la mort de ses parents. Cette tragédie s'est produite il y a 37 ans, et si le garçon était encore en vie, il aurait aujourd'hui 47 ans. La question principale reste sans réponse. Que lui est-il arrivé? L'oncle du garçon en est certain. Après 3 décennies, le seul espoir de résoudre cette affaire est la confession d'un homme qui ose dire la vérité avant de mourir.